J'ai été faussement accusée d'agression sexuelle par mon neveu de 15 ans. Ma famille m'a renié, ma femme m'a quitté, et j'ai tout perdu. Mais 8 mois plus tard, la vérité éclate et maintenant, ils veulent se réconcilier. Hors de question. Le SMS est arrivé à 23h47, un mardi. Le nom de ma sœur, Rachel, s'est affiché sur l'écran, suivi de mots qui allaient démanteler toute ma vie. Reste loin de Kyle. Nous savons ce que tu as fait. La police est impliquée. Ne nous contacte plus. J'étais assis dans mon bureau à la maison, portant encore mes vêtements de travail du cabinet comptable, fixant ces phrases jusqu'à ce qu'elles deviennent floues. Ma femme, Jennifer, est apparue dans l'encadrement de la porte, le visage empreint d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tendu le téléphone, j'ai vu son expression passer de la confusion à l'horreur. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Kyle ne ferait pas ça. Tu ne ferais jamais ça. Mais alors même qu'elle le disait, j'ai vu la graine du doute s'installer. C'était là, dans la façon dont elle a reculé, créant une distance entre nous. Un espace physique là où il n'y en avait jamais eu auparavant. Le lendemain matin, j'ai appris ce que Kyle avait raconté à tout le monde. Selon mon neveu, je lui avais fait des avances déplacées lors d'un barbecue familial 3 semaines plus tôt, alors qu'il m'aidait à porter des provisions jusqu'à ma voiture. Il a prétendu que je l'avais coincé dans le garage, que je l'avais touché, que j'avais dit des choses qui l'avaient mis mal à l'aise. Il avait eu trop peur pour en parler immédiatement, mais la culpabilité l'avait rongé jusqu'à ce qu'il craque et se confie à sa mère. Ma sœur l'a cru instantanément. Mes parents l'ont cru. Mon frère Marcus, que j'avais aidé à financer ses études universitaires, l'a cru. En 48 heures, toute la famille avait choisi son camp, et je me suis retrouvée seule du mauvais côté. J'ai essayé d'appeler Rachel. Elle a bloqué mon numéro. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Mon père m'a accueilli sur le porche avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un dégoût pur, mêlé à quelque chose de pire. Une déception si profonde qu'elle semblait l'avoir vieilli de 10 ans en un instant. Pars, a-t-il dit. Si tu reviens, j'appellerai la police moi-même. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Rien de tout ça n'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi il dit ces choses, mais... N'ose pas traiter mon petit-fils de menteur. Sa voix s'est brisée. Je t'ai mieux élevé que ça. Du moins, c'est ce que je croyais. La porte s'est fermée. Je suis restée sur ce porche où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais pris des photos de balles de promo, où j'avais annoncé mes fiançailles avec Jennifer. C'était maintenant un territoire hostile. Jennifer a tenu 4 jours de plus. Je suis rentrée d'un rendez-vous avec un avocat pour trouver ses valises prêtes. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit, incapable de croiser mon regard. J'ai besoin de digérer tout ça. Digérer quoi? Tu me connais. Tu me connais depuis 12 ans. Tu sais que je ne pourrais pas, je croyais te connaître. Elle pleurait maintenant. Mais ma mère a évoqué cette fois où tu as fait du bénévolat au centre de jeunesse, et comment tu voulais toujours être là quand mon neveu venait nous voir, et soudain, tout paraît différent. J'ai besoin d'espace pour réfléchir clairement. Ta mère? La trahison était plus profonde que ce à quoi je m'attendais. Elle t'a monté la tête à ce sujet. Elle est inquiète. Tout le monde est inquiet. Et je ne peux simplement pas rester ici en ce moment. Je ne peux pas te regarder sans me poser des questions. Elle est partie. La maison résonnait de son absence. L'enquête de la police a été approfondie et humiliante. J'ai fait des dépositions, fourni mes relevés téléphoniques, me suis soumis à des questions qui me donnaient la chair de poule. L'inspecteur Maurice a géré l'affaire avec un détachement professionnel, mais je pouvais voir le jugement dans ses yeux. Dans son monde, il n'y a pas de fumée sans feu. Votre neveu semble crédible, a-t-il dit lors d'un interrogatoire. Son histoire est cohérente. Il montre une détresse authentique en discutant de l'incident. Parce qu'il croit à ce qu'il dit, ai-je répondu. Mais ça ne rend pas la chose vraie. Ou peut-être que vous êtes juste doué pour compartimenter. Maurice s'est adossé à sa chaise. J'ai déjà vu ça. Des gens qui semblent normaux, dignes de confiance, respectés dans leur communauté.
Et puis on creuse plus profond. Ils ont creusé. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Pas de SMS compromettants, pas d'historique de navigation suspect, pas de plaintes antérieures. Ma vie était un livre ouvert, et chaque page était vierge. Après 6 semaines, le procureur a refusé de porter plainte. Preuves insuffisantes. Ils ont appelé ça une conclusion qui ne satisfaisait personne. Ça ne veut pas dire que tu es innocent, m'a écrit Rachel dans le seul email qu'elle m'a envoyé après la clôture de l'enquête. Ça veut juste dire qu'ils ne peuvent pas le prouver. Kyle est traumatisé. Il est en thérapie maintenant, à cause de toi. J'ai essayé de revenir à la normale, de reconstruire, mais la normale avait disparu. Au travail, les chuchotements me suivaient dans les couloirs. Mon patron m'a convoqué pour une discussion sur l'image de l'entreprise. Il ne pouvait pas me licencier sans motif, mais il pouvait me faire comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Des projets ont été réattribués. Les invitations aux réunions se sont taries. Je suis devenu invisible. Un fantôme qui hantait ma propre carrière. Jennifer a demandé le divorce 3 mois après son départ. Son avocat était efficace et froid. Elle voulait la maison, la moitié de tout, une rupture nette. Je ne me suis pas battue. À quoi bon? Elle avait déjà décidé qui j'étais, et aucune bataille juridique n'allait changer ça. Mon cercle d'amis s'est évaporé. David, que je connaissais depuis l'université, a cessé de répondre à mes appels. Mélissa, qui avait été notre témoin de mariage, m'a retiré de ses amis sur les réseaux sociaux. Le club de lecture du quartier, auquel je participais depuis 5 ans, s'est soudainement dissous la semaine où j'ai tenté de revenir. Les gens traversaient la rue pour éviter de passer devant moi. Seul mon collègue Brian est resté neutre, bien que même lui ait gardé nos interactions professionnelles et brèves. J'étais toxique, un handicap, quelqu'un à éviter par peur de la culpabilité par association. Les nuits étaient le pire. Je restais éveillé dans ma maison à moitié vide, rejouant le barbecue dans ma tête, essayant de comprendre ce qui s'était passé, ce que Kyle avait vu, mal interprété ou délibérément inventé. Nous avions à peine interagi ce jour-là. Il m'avait aidé à porter des pains hot dog et des sodas depuis ma voiture. Je l'avais remercié. L'échange entier a duré peut-être 3 minutes. 3 minutes qui ont détruit ma vie. J'ai oscillé entre la colère, la dépression, l'incrédulité. Certains jours, je voulais me battre, engager des enquêteurs, traîner la vérité à la lumière par la seule force de ma volonté. D'autres jours, je voulais disparaître complètement, déménager dans un autre état où personne ne connaissait mon nom ni ma honte. Mais sous tout cela se cachait une vérité plus dure. Je ne pouvais pas prouver que quelque chose ne s'était pas produit. L'absence de preuve n'était pas la preuve de l'absence dans l'esprit des gens. J'étais coupable par accusation, condamné par le tribunal de l'opinion publique, et il n'y avait pas d'appel. 6 mois après l'accusation, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus me la permettre seule. Je ne supportais plus les souvenirs incrustés dans chaque pièce. J'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, j'ai pris un poste dans un plus petit cabinet qui ne connaissait pas mon histoire. J'ai recommencé à zéro, autant que quelqu'un puisse le faire avec une ombre comme la mienne. J'ai coupé les ponts avec tous ceux qui m'avaient abandonné. J'ai bloqué les numéros, supprimé les réseaux sociaux, créé de la distance comme une armure. S'ils croyaient si facilement le pire de moi, ils ne méritaient pas de place dans ma vie. La solitude était écrasante. J'étais passé d'une vie bien remplie, de réunions de famille, de dîners entre amis, de projets pour le week-end, à une existence solitaire mesurée en silence et en routine. Travail, maison, sommeil, et on recommence. Je me suis inscrit à une salle de sport de l'autre côté de la ville où personne ne me reconnaissait. Je faisais mes courses pendant les heures creuses. Je suis devenu un expert pour éviter le contact visuel. Ma thérapeute, l'une des rares nouvelles personnes dans ma vie, a appelé ça le « mode survie ». Vous vous protégez, a dit le docteur Stevens lors d'une séance. Vous construisez des murs parce que l'alternative est trop douloureuse. L'alternative, c'est d'espérer que les choses changent, ai-je répondu. Et l'espoir est un luxe que je ne peux pas me permettre. Elle a hoché la tête, la compréhension dans son regard.
Que faudrait-il pour que vous puissiez vous le permettre à nouveau? La vérité. Rien d'autre ne suffirait. 8 mois et 3 jours après ce premier SMS, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Les appels inconnus étaient devenus des présages de mauvaises nouvelles. Des agents de recouvrement pour les frais d'avocat de Jennifer. D'anciens amis qui appelaient en état d'ébriété pour me dire ce qu'ils pensaient vraiment. Des journalistes qui fouinaient de temps en temps pour une histoire. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce que je parle à Matthew? Une voix de femme, inconnue et hésitante. Qui demande? Je m'appelle Caroline Pierce. Je suis conseillère d'orientation au lycée de Riverside. Je dois vous parler de Kyle Brennan. Mon estomac s'est noué. Je n'ai rien à dire sur Kyle. Si c'est une sorte de... S'il vous plaît, écoutez. Kyle est venu me voir hier. Il était en crise, et ce qu'il m'a dit. Vous devez entendre ça. Je me suis garée sur le bord de la route, les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Caroline a pris une profonde inspiration. Il a avoué avoir tout inventé. Absolument tout. L'accusation contre vous était fausse. Il a dit qu'il portait cette culpabilité depuis des mois et que ça le détruisait. Le monde a basculé. Je me suis agrippée au volant, essayant de me raccrocher à quelque chose de solide. Pourquoi? Le mot est sorti, rauque. Pourquoi ferait-il ça? C'est compliqué. Il veut vous le dire lui-même. Il a demandé à vous rencontrer, en présence de son thérapeute. Il veut s'excuser et s'expliquer. Mais je pensais que vous devriez le savoir en premier, avant que ses parents ne soient informés. Je suis tenue de signaler cela à l'administration et à sa famille, mais je voulais vous donner quelques heures d'avertissement. Ses parents ne le savent pas encore. Pas encore. Mais ils le sauront d'ici la fin de la journée. Je vous appelle en premier parce que c'est votre vie qui l'a détruite. Vous méritez de le savoir avant que tout le monde ne commence à le digérer. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes. Engourdi, réhabilité, furieux, soulagé. Les émotions me traversaient par vagues. Aucune d'elles n'était pure. Tout était compliqué. La vérité était enfin sortie. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme contempler des ruines. Le soir même, mon téléphone a explosé de messages. Rachel a appelé 14 fois. Ma mère a laissé un message vocal si plein de larmes que je pouvais à peine la comprendre. Marcus a envoyé un long SMS qui commençait par « Je suis tellement désolé » et se terminait par « S'il te plaît, rappelle-moi ». Le numéro de Jennifer est apparu, a disparu, puis est réapparu. Je les ai tous ignorés. Le lendemain, j'ai rencontré Kyle, son thérapeute, le docteur Morrison, et Caroline à l'école. Kyle avait l'air terrible, les yeux cernés, plus mince que dans mon souvenir, se tenant comme quelqu'un de beaucoup plus vieux que 15 ans. « Je suis désolé », a-t-il dit immédiatement. Sa voix s'est brisée. « Je suis tellement désolé, oncle Matt. » Je me suis assis en face de lui dans cette petite salle de conférence et j'ai attendu. Désolé, n'était pas suffisant. Désolé, n'allait pas me rendre 8 mois de ma vie. Dis-moi pourquoi. J'ai gardé ma voix égale, contrôlée. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Il ne pouvait pas croiser mon regard. J'étais en colère contre ma mère, principalement. Elle avait commencé à sortir avec ce type, Craig, et je le détestais. Il était toujours là, agissant comme s'il était mon père. J'ai essayé de lui en parler, mais elle a dit que j'étais difficile, que je devais lui donner une chance. Alors, tu m'as accusé d'agression. Les mots avaient un goût amer. C'était ta solution. Je voulais qu'elle fasse attention, qu'elle me prenne au sérieux, et je savais. Il s'est arrêté, a dégluti difficilement. Je savais qu'elle me croirait parce que tu étais souvent là, tu étais un homme, et elle a toujours été paranoïaque à propos de ce genre de choses. J'ai pensé que si je disais que quelque chose s'était passé, elle romprait avec Craig et se concentrerait à nouveau sur moi. Tu pensais qu'elle romprait avec son petit ami? Ai-je répété lentement. Alors tu as détruit mon mariage, ma carrière,
ma relation avec toute ma famille. Pour de l'attention. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je pensais qu'il y aurait un drame, peut-être quelques disputes familiales, mais que ça finirait par passer. Je ne savais pas qu'ils appelleraient la police. Je ne savais pas que tout le monde te couperait les ponts. Et une fois que ça a commencé, je ne pouvais plus faire marche arrière. Tout le monde me croyait si complètement. Maman était si solidaire, si concentrée sur moi. Papa faisait attention à moi pour la première fois depuis des années. Grand-mère et grand-père n'arrêtaient pas d'appeler. J'étais la victime, et tout le monde se souciait de moi. Alors tu as laissé faire. Pendant 8 mois. J'ai essayé de revenir en arrière. Sa voix est montée, désespérée. Après 1 mois, j'ai dit à maman que j'avais peut-être mal compris ce qui s'était passé. Que ce n'était peut-être pas aussi grave que je le pensais. Mais elle a dit que j'étais dans le déni, que j'essayais de te protéger parce que la manipulation familiale est courante dans ces cas-là. Elle m'a envoyé en thérapie. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire que j'étais courageux, que j'étais fort d'avoir parlé. Comment pouvais-je leur dire que j'avais menti? Ils me détesteraient tous. Alors tu as choisi ta réputation plutôt que ma vie. Le docteur Morrison est intervenu doucement. Kyle souffre d'une dépression et d'une anxiété sévère. Il s'est automutilé. Hier, il a fait une crise de nerfs en classe et a tout raconté à Madame Pierce. Il comprend la gravité de ce qu'il a fait. J'ai regardé les bras de Kyle, j'ai vu les bandages qui dépassaient dessous ses manches. Je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de compassion, juste une reconnaissance creuse des faits. Tu as 15 ans, ai-je dit. Assez grand pour comprendre les conséquences. Assez grand pour connaître la différence entre un appel à l'aide et une diffamation. Tu n'as pas seulement menti. Tu t'es engagé dans le mensonge. Tu es allé en thérapie et tu l'as maintenu. Tu m'as regardé tout perdre et tu n'as rien dit. Je sais. Il sanglotait maintenant. Je sais. Et je me déteste. J'y pense tous les jours. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Mais tu ne peux pas, je me suis levée. Tu peux faire une déclaration officielle. Tu peux dire la vérité à tout le monde, mais tu ne peux pas me rendre ce que tu m'as pris. Tu comprends ça? Il a hoché la tête, misérable. Je veux une déclaration écrite, ai-je dit au docteur Morrison. Détaillant tout ce qu'il vient de me dire. Je veux qu'elle soit transmise à la police, à mon ancien employeur, à tous ceux qui ont été informés de l'accusation initiale. Je veux une rétractation complète, publique et documentée. Nous pouvons arranger ça, a dit le docteur Morrison. Kyle est déterminé à réparer ses torts. Non. J'ai regardé Kyle directement. Tu ne peux pas réparer ça. Tu peux seulement essayer de minimiser les dégâts. Il y a une différence. Je suis parti sans dire au revoir. J'ai conduit jusqu'à la maison, hébété. La réhabilitation que j'avais imaginée pendant 8 mois me semblait vide. Creuse. J'avais été prouvé innocent, mais la preuve arrivait trop tard pour sauver quoi que ce soit qui comptait. Rachel s'est présentée à mon appartement ce soir-là. J'ai ouvert la porte parce que je savais qu'elle continuerait à frapper. Matt, elle avait l'air anéantie. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement. Ne fais pas ça, j'ai levé la main. Ne t'excuse pas. N'explique pas. Ne te justifie pas, mais j'ai besoin que tu comprennes. C'est mon fils. Quand il est venu me voir avec cette histoire, je devais le croire. Quelle sorte de mère ne croit pas son enfant? Le genre qui connaît son frère, ma voix était plate. Nous avons grandi ensemble, Rachel. 37 ans d'histoire. Tu me connaissais. Ou tu aurais dû. Il était si convaincant. Les détails, l'émotion. C'est un adolescent qui voulait de l'attention. Ils sont tous convaincants quand ils veulent vraiment quelque chose. Tu as choisi de croire le pire de moi sans poser de questions, sans le moindre doute, sans même demander ma version des faits. Que étais-je censé faire? Sa voix est montée. Te demander si tu avais agressé mon fils? Te donner une chance de mentir?
Tu étais censé me connaître assez bien pour que l'accusation elle-même semble impossible. Tu étais censé penser, ça ne ressemble pas à Matt. Il se passe autre chose ici. Mais tu ne l'as pas fait. Aucun d'entre vous ne l'a fait. Nous essayons de protéger Kyle. D'une menace qui n'existait pas. Pendant que personne ne me protégeait. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, soudainement épuisé. Tu sais ce qui a été le pire? Pas l'accusation elle-même. Même pas l'enquête de police. C'était la vitesse. La rapidité avec laquelle tout le monde était prêt à y croire. La facilité avec laquelle des décennies de confiance se sont évaporées. Je n'ai pas eu le bénéfice du doute. Je n'ai pas eu droit à la présomption d'innocence. J'ai eu une condamnation immédiate basée sur rien d'autre que la parole d'un adolescent. Je suis désolée. Elle pleurait. Je suis tellement désolée, Matt. Je t'ai laissé tomber. Je t'ai laissé tomber en tant que sœur et je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer. C'est ce que tu ne comprends pas. Des excuses ne reconstruisent pas un mariage. Des excuses ne restaurent pas une carrière. Des excuses ne me rendent pas 8 mois de ma vie passée en paria. J'ai fait une pause. Pourquoi l'as-tu cru si facilement? Vraiment? Elle a essuyé ses yeux, luttant. Craig a dit. Craig? Le petit ami que Kyle détestait? Celui pour qui tout ça a commencé? Il a souligné que tu n'avais jamais eu d'enfant, que tu passais beaucoup de temps avec Kyle quand il était plus jeune, que tu avais fait du bénévolat au centre de jeunesse. Il a dit que c'était des signaux d'alarme, des red flags que j'avais ignorés parce que tu étais de la famille. Alors, un homme avec qui tu sortais depuis quelques mois t'a convaincu que ton frère était un prédateur, et tu l'as écouté. Quand il a présenté les choses comme ça avait du sens. Toutes ces petites choses qui semblaient innocentes paraissaient soudainement différentes. Ça s'appelle le biais de confirmation. Tu voulais croire ton fils, alors tu as trouvé un récit qui soutenait cette croyance. Craig t'a donné ce récit et tu t'es engouffré dedans. J'ai secoué la tête. J'ai fait du bénévolat au centre de jeunesse parce que Jennifer et moi essayons de redonner à la communauté. J'ai passé du temps avec Kyle parce qu'il était mon neveu et que je tenais à lui. Mais tu as tout tordu pour en faire une preuve de culpabilité. Je le vois maintenant. Je vois à quel point j'ai eu tort. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu es désolé d'avoir eu tort. Tu n'es pas désolé de ne pas m'avoir fait confiance. Il y a une différence. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucune défense n'est venue. Est-ce que Craig est toujours dans le tableau? Ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Non. Nous avons rompu le mois dernier. Ça ne marchait pas, alors Kyle a eu ce qu'il voulait, finalement. Il a juste fallu me détruire d'abord. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, Rachel. C'est bien là le problème. Ma mère a appelé ensuite, puis mon père, puis Marcus. Ils voulaient tous parler, expliquer, s'excuser. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale. J'ai écouté leurs messages une fois, puis je les ai effacés. Ma mère a insisté, s'il te plaît, Matthew. Tu es mon fils. J'ai fait une terrible erreur. Nous en avons tous fait une. Mais nous sommes toujours une famille. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Est-ce que ça voulait dire quelque chose? Je n'en étais plus si sûre. Jennifer est passée 2 jours plus tard. Elle avait l'air différente, plus dure en quelque sorte, comme si les 8 derniers mois avaient poncé quelque chose de doux en elle. J'ai entendu, a-t-elle dit à la porte. Kyle a dit la vérité. Matt, Tu m'as quitté. Les mots sont sortis calmement. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as quitté. Tu as écouté la paranoïa de ta mère au lieu de faire confiance à l'homme que tu as épousé. Tu as choisi le doute plutôt que la foi. J'avais peur, j'étais confuse. Tout le monde me disait. Tout le monde avait tort. Mais tu n'as pas attendu de le découvrir. Tu ne m'as pas soutenu. Tu as pris la fuite au premier signe de problème et tu as demandé le divorce. Le divorce n'est pas encore finalisé. On pourrait. Non, ai-je dit fermement.
On ne pourrait pas. Quoi que nous ayons eu est mort le jour où tu as fait ces valises. Tu ne peux pas revenir maintenant que j'ai été innocenté. Tu ne peux pas prétendre que tu as toujours été de mon côté. Je t'aime encore. Tu aimes la version de moi qui s'est avérée innocente. Mais tu ne m'as pas assez aimé pour croire que j'étais innocent quand ça comptait. Ce n'est pas de l'amour, Jennifer. C'est de la convenance. Elle a essayé d'argumenter, d'expliquer la pression qu'elle avait subie, les doutes qui avaient été semés, la peur d'avoir peut-être été aveugle aux signaux d'alarme. J'ai écouté sans l'interrompre, puis j'ai fermé la porte. La vérité, c'est que je ne la détestais pas. Je ne détestais aucun d'entre eux. La haine demandait une énergie que je n'avais pas. Je ne ressentais juste rien. Les personnes que j'avais le plus aimées au monde m'avaient abandonné, et leurs excuses ne pouvaient pas restaurer ce qui avait été brisé. Mon ancien employeur m'a contacté par l'intermédiaire de son équipe juridique. Il voulait discuter de mon avenir au sein de l'entreprise. J'ai rencontré les RH et mon ancien patron dans une salle de conférence qui semblait stérile et hostile. Nous avons examiné la rétractation de Kyle Brennan, a déclaré la directrice des RH. Évidemment, cela change considérablement les choses. Évidemment, mon expression est restée neutre. Nous aimerions vous offrir de reprendre votre ancien poste, une réintégration complète avec un arriéré de salaire pour la période où vous avez été effectivement forcé de partir. Et ma réputation? Mes projets qui ont été réattribués? Mes collègues qui m'ont traité comme un criminel? Mon ancien patron s'est agité, mal à l'aise. Nous pouvons aborder ce point. Des réunions d'équipe, une communication claire sur la situation. Faire savoir que vous avez été accusé à tort. Vous voulez que je revienne travailler aux côtés de gens qui ont présumé que j'étais coupable? Des gens qui ont chuchoté sur moi, m'ont évité, se sont réjouis de mon départ. Nous sommes prêts à vous offrir un règlement généreux si vous préférez poursuivre d'autres opportunités, a dit la directrice des RH sans heurts. Une compensation pour les dommages causés à votre carrière et à votre réputation. Combien valent 8 mois d'exil? Donnez-moi un chiffre. Ils ont nommé une somme. Elle était substantielle. Elle était aussi insultante. Je vais devoir y réfléchir, ai-je dit. J'ai consulté une avocate. Elle m'a conseillé de prendre l'accord et de passer à autre chose. Vous pourriez vous battre pour plus, a-t-elle dit. Mais ce serait long, compliqué, coûteux. Cela vous donne une clôture et un capital pour repartir à zéro ailleurs. J'ai accepté l'accord, j'en ai utilisé une partie pour payer l'avocat du divorce, une partie pour payer le docteur Stevens, et j'ai gardé le reste. Je n'avais aucune intention de retourner dans ce cabinet. Certains ponts, une fois brûlés, ne valent pas la peine d'être reconstruits. La déclaration officielle de Kyle a été envoyée à toutes les personnes concernées. La police a mis à jour ses dossiers. Mon nom a été blanchi dans les canaux officiels. Caroline Pierce a même aidé à rédiger une lettre qui a été envoyée à la famille élargie et aux amis, expliquant la rétractation et l'aveu de fabrication de Kyle. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Cela ressemblait à de la cendre. Les gens ont commencé à me recontacter. Les excuses ont afflué par divers canaux. David a appelé, contrit et décousu. Mélissa a envoyé un long email expliquant à quel point elle était désolée, comment elle avait été influencée par la mentalité de groupe. Les voisins qui avaient traversé la rue pour m'éviter voulaient soudainement discuter. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, j'ai répondu à quelques-uns par de brèves et froides confirmations qui indiquaient clairement que je n'étais pas intéressée par la réconciliation. Leurs excuses étaient motivées par la culpabilité, pas par un remords sincère. Ils voulaient le pardon pour se sentir mieux, pas parce qu'ils comprenaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Ma famille était la plus difficile à gérer. Ils ont insisté pour une réunion, un dîner, quelque chose qui nous permettrait d'avancer en tant que famille. Rachel envoyait des messages de plus en plus désespérés. Kyle a besoin de voir que tu lui pardonnes. Il lutte avec la culpabilité. S'il te plaît, Matt. C'est juste un gamin qui a fait une terrible erreur. J'ai finalement répondu. Kyle se débat avec les conséquences. Il y a une différence. Il doit apprendre que les actions ont des impacts durables que des excuses n'effacent pas.
Je ne vais pas l'absoudre pour rendre sa culpabilité plus facile à porter. Tu punis un enfant. Je refuse de réconforter quelqu'un qui a détruit ma vie pour de l'attention. Il est en thérapie. Il a ses parents. Il a du soutien. Il n'a pas besoin de mon pardon pour survivre à ça. Mais j'ai besoin de distance de vous tous pour y survivre. Elle m'a traité de cruelle. Peut-être que je l'étais. Je m'en fichais. Mes parents ont essayé une autre approche. Ils se sont présentés à mon immeuble, ont attendu dans le hall jusqu'à ce que je rentre du travail. Nous ne partirons pas tant que tu ne nous auras pas parlé, a dit mon père. Alors j'ai parlé. Nous sommes allés dans un café, assis dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'ils commencent leurs excuses. C'était répété, je pouvais le sentir. Probablement pratiqué avec un thérapeute ou un conseiller. Tous les bons mots sur l'échec, la trahison et l'amour inconditionnel. Où était l'amour inconditionnel quand j'en avais besoin, ai-je demandé. Quand je vous appelais, vous suppliant d'écouter, et que vous m'avez fermé la porte au nez. Nous avons eu tort, a dit ma mère. Terriblement, horriblement tort. Mais nous sommes tes parents. Tu es notre fils. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Ça aurait dû compter pour quelque chose à ce moment-là. Ça aurait dû vous faire hésiter avant de croire le pire. Mais ça n'a pas été le cas. Vous avez choisi l'accusation de Kyle plutôt que 37 ans à me connaître. Il a 15 ans. Tu es un adulte. Nous pensions que tu pourrais mieux supporter ça que lui, si nous nous trompions. Alors, vous m'avez jeté sous le bus, au cas où. C'est votre défense. Mon père a pris la parole. Tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais à un moment donné, tu dois décider si tu vas laisser ça détruire notre famille pour toujours. Je n'ai pas détruit la famille. Kyle l'a fait. Vous l'avez fait. Tous ceux qui l'ont cru sans poser de questions l'ont fait. Je refuse juste de prétendre que ça n'est pas arrivé. Nous ne te demandons pas de prétendre. Nous te demandons de pardonner. Je ne vous pardonne pas. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. Mais en ce moment, je vous regarde et je vois les gens qui m'ont abandonné quand j'en avais le plus besoin. Je vois les gens qui ont cru que j'étais capable de quelque chose de monstrueux. Ce n'est pas quelque chose que le temps et les excuses effacent. Ils sont partis avec la promesse de me donner de l'espace, mais de continuer à essayer. Je les ai regardés partir et n'ai ressenti que de l'épuisement. 3 mois après les aveux de Kyle, j'ai changé de numéro de téléphone. Je ne l'ai donné à personne de mon ancienne vie. J'ai commencé à utiliser mon deuxième prénom au travail. J'ai créé une séparation entre qui j'avais été et qui je devenais. Le docteur Stevens craignait que je m'isole. Vous coupez les ponts avec tout le monde, a-t-elle observé. Même avec des gens qui pourraient mériter une seconde chance. Qui mérite une seconde chance, ai-je demandé. La famille qui m'a renié, la femme qui m'a quitté, les amis qui ont disparu. Ils m'ont tous montré exactement qui ils sont en temps de crise. Pourquoi douterais-je de cette information maintenant? Parce que les gens font des erreurs. Parce que le pardon est souvent plus pour nous que pour eux. Je n'ai pas besoin du pardon pour être en paix. J'ai besoin de distance. Elle n'était pas d'accord, mais elle n'a pas insisté. C'est pour ça que je continuais à la voir. Elle me mettait au défi sans exiger. J'ai commencé à construire une nouvelle vie, délibérément. Je me suis fait quelques connaissances à la salle de sport. Des amitiés superficielles qui ne nécessitaient pas de vulnérabilité. J'ai eu des rendez-vous occasionnels, toujours honnête sur mon passé, ne laissant jamais personne s'approcher assez pour me blesser. Je me suis jetée dans le travail au nouveau cabinet où j'étais juste Matt le comptable, pas Matt l'accusé. Ce n'était pas épanouissant, exactement, mais c'était sûr. Et après 8 mois de chaos, la sécurité comptait plus que le bonheur. 1 an après l'accusation, Rachel a envoyé un dernier message. Kyle a été accepté dans un programme pour adolescents en difficulté. Il reçoit une aide intensive. Il demande de tes nouvelles parfois. Se demande si tu lui pardonneras un jour. Je lui ai dit que je ne savais pas, que tu as tout à fait le droit de rester en colère pour toujours, mais que j'espère que tu ne le feras pas.
J'espère qu'un jour tu pourras voir au-delà de ce qu'il a fait, voir le gamin effrayé qui a fait une erreur catastrophique. J'espère qu'un jour tu pourras voir au-delà de ce que nous avons fait, voir la famille qui t'aime malgré nos échecs. La porte est toujours ouverte. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus supprimé le message. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception comme un repère, un choix que je pourrais faire ou non à un moment futur. Pour l'instant, j'étais concentré sur le présent, sur la construction de quelque chose qui m'appartenait, qui ne pouvait pas être enlevé par les mensonges ou la faiblesse de quelqu'un d'autre. J'apprenais à faire confiance à nouveau, lentement, prudemment. J'apprenais à croire que tout le monde ne m'abandonnerait pas, que l'on pouvait compter sur certaines personnes dans les ténèbres. C'était une petite vie comparée à ce que j'avais eu. Mais elle était honnête, et elle était mienne. Personne ne pouvait m'accuser d'être quelqu'un que je n'étais pas, car j'avais cessé d'essayer d'être quelqu'un d'autre que celui que j'étais exactement. Les gens qui m'avaient laissé tomber continuaient à me contacter périodiquement. Des messages d'anniversaire, des SMS pour les fêtes, des nouvelles sur les événements familiaux auxquels j'étais toujours invité et auxquels je n'assistais jamais. Je les lisais avec détachement. Je les reconnaissais à peine. Je maintenais les limites que j'avais établies. Ils voulaient la réconciliation. Voulaient que la famille soit restaurée, le passé guéri, les blessures refermées. Mais certaines blessures ne se referment pas. Certaines trahisons sont trop profondes pour que le tissu cicatriciel se forme correctement. Ils devraient accepter que la personne que j'avais été le frère, le fils, le mari, l'oncle était parti. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un façonné par leur abandon. Peut-être que cela me rendait amer. Peut-être que cela me rendait impitoyable. Mais cela me rendait aussi libre. J'avais cessé d'attendre que les gens se montrent dignes de confiance. J'avais cessé de croire que l'amour et la loyauté étaient des acquis basés sur l'histoire et le sang. J'avais commencé à comprendre que chaque relation était contingente, conditionnelle, capable de se dissoudre sous la pression. C'était une révélation solitaire, mais c'était la vérité. Et après une année à vivre avec des mensonges, la vérité semblait précieuse, même quand elle faisait mal. J'ai croisé Jennifer dans une épicerie 14 mois après l'accusation. Elle était avec quelqu'un, un homme de notre âge, riant à quelque chose qu'il venait de dire. Elle avait l'air heureuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Plus légère, en quelque sorte. Elle m'a vue et la légèreté a disparu. La culpabilité et la tristesse l'ont remplacée. Elle a dit quelque chose à son compagnon et s'est approchée. Matt. Jennifer. Un silence gêné s'est étiré entre nous. Tu as l'air en forme, a-t-elle finalement dit. Toi aussi. J'ai entendu dire que tu avais accepté un règlement de ton ancien cabinet. Que tu travailles ailleurs. Les nouvelles voyages. Est-ce que tu... Elle s'est arrêtée. Est-ce que tu vas bien? Je survis. Je construis quelque chose de différent. Ce n'est pas ce que nous avions, mais c'est à moi. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je pense à toi, à nous, à quel point je t'ai laissé tomber. Je sais. Est-ce que tu me détestes? J'ai considéré la question honnêtement. Non, je ne te déteste pas. Je ne ressens plus grand-chose pour toi. Tu étais ma femme. Maintenant, tu es quelqu'un que j'ai connu. C'est tout. Elle a tressailli. C'est pire que la haine. Peut-être, mais c'est honnête. Son compagnon nous observait de loin, l'inquiétude sur son visage. Tu devrais le rejoindre, ai-je dit. Il a l'air inquiet. Il s'appelle Tom. On se voit depuis quelques mois. Il est gentil. Bien. Tu mérites quelqu'un de gentil. Toi aussi. J'ai haussé les épaules. Je travaille à y croire. Elle a tendu la main comme si elle allait toucher mon bras, puis s'est ravisée. Je suis désolée. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux que tu saches que je le pense sincèrement. Ce que j'ai fait, te quitter quand tu avais le plus besoin de moi, c'est le plus grand regret de ma vie. J'apprécie, mais les regrets ne changent rien. Nous devons tous les deux vivre avec les choix que nous avons faits. Tu n'as jamais fait de choix. Ça t'est arrivé. J'ai fait des choix après.
J'ai choisi de ne pas pardonner, de ne pas me réconcilier, de ne pas laisser revenir les gens qui avaient prouvé qu'ils m'abandonneraient. Ce sont des choix. Je les assume. Elle est partie, l'air plus brisé qu'à son arrivée. Je me suis senti mal à ce sujet pendant environ 5 minutes. Puis j'ai fini mes courses et je suis rentrée chez moi, dans mon appartement silencieux et ma vie solitaire soigneusement construite. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas un message à ma famille. Pas une réponse aux dizaines de mails d'excuses qui attendaient encore dans ma boîte de réception. Un document pour moi-même. Un compte-rendu de tout ce qui s'était passé, de tout ce que j'avais ressenti, de tout ce que j'avais appris. Le docteur Stevens avait suggéré de tenir un journal il y a des mois. J'avais résisté, considérant cela comme une introspection inutile. Mais maintenant, je comprenais son but. Pas une thérapie, pas un processus de deuil, juste un témoignage. Reconnaître que ces événements s'étaient produits, qu'ils comptaient, qu'ils m'avaient changé de manière irrévocable. J'ai écrit pendant 3 heures, documentant l'accusation, l'abandon, l'enquête, la réhabilitation. J'ai décrit le silence de ma maison vide, le poids de marcher dans la foule en tant que paria invisible, la texture spécifique de la trahison quand elle vient de personnes censées vous aimer inconditionnellement. J'ai écrit sur Kyle avec quelque chose approchant de la pitié. Un adolescent de 15 ans désespéré d'attention qui avait choisi l'option nucléaire sans en comprendre le rayon de l'explosion. Il avait obtenu ce qu'il voulait, l'attention de sa mère, l'attention de sa famille à un coût qu'il n'aurait pas pu imaginer. Maintenant, il vivrait pour toujours avec la connaissance qu'il avait détruit la vie d'un innocent. Cette culpabilité le façonnerait. Peut-être le rendrait-elle meilleur, peut-être le briserait-elle complètement. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon problème. J'ai écrit sur Rachel, sur la sœur qui avait choisi immédiatement et absolument de croire le pire. Sur la façon dont ce choix révélait quelque chose de fondamental sur la confiance et l'amour que je ne pouvais plus ignorer. Elle pensait protéger son enfant. Je le comprenais intellectuellement, mais la compréhension n'effaçait pas la blessure. Mes parents, mon frère, mes amis, j'ai tout documenté. La cascade d'abandon, la façon dont les foules se retournent contre les individus, la fragilité de la réputation et des relations, la rapidité avec laquelle des décennies d'histoire pouvaient être effacées par une seule accusation. Et j'ai écrit sur Jennifer, sur le fait d'aimer quelqu'un qui ne pouvait pas vous aimer en retour quand ça comptait, sur la façon dont les vœux de mariage ne signifiaient rien face au doute, sur la douleur particulière de voir votre partenaire choisir la peur plutôt que la foi. Quand j'ai terminé, le soleil se levait. J'ai sauvegardé le document, les copié, et j'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon, pas la guérison. Juste la reconnaissance. C'était arrivé. J'avais survécu. J'étais différent maintenant, mais j'étais toujours là. La sonnette a retenti vers midi. J'ai envisagé de l'ignorer. Rien de bon ne venait des visiteurs inattendus. Mais la curiosité l'a emporté. Marcus se tenait dans le couloir, l'air nerveux. Avant que tu ne fermes la porte, a-t-il dit rapidement, je ne suis pas ici pour m'excuser à nouveau ou supplier pour une réconciliation. J'ai une information que je pense que tu mérites de savoir. J'ai attendu. Je peux entrer? Je me suis écartée. Il est entré avec précaution, comme si l'appartement pouvait contenir des pièges. Kyle a parlé, a dit Marcus une fois que nous nous sommes assis. Vraiment parlé, dans sa thérapie, de la raison pour laquelle il t'a choisi, toi, spécifiquement. Je supposais que c'était aléatoire. Mauvais endroit, mauvais moment. Non. C'était calculé. Il savait que tu étais proche de la famille, mais pas du noyau immédiat. Il savait que tu n'avais pas d'enfant, ce qui rendait déjà Rachel bizarre. Il savait que tu avais fait du bénévolat au centre de jeunesse, ce qui pouvait être déformé. Il t'a choisi parce que tu étais vulnérable à l'accusation d'une manière que, disons, papa ne l'aurait pas été. L'information s'est installée dans mon estomac comme une pierre. Donc, il n'a pas seulement menti impulsivement. Il a élaboré une stratégie. Selon son thérapeute, oui. Il a passé des semaines à réfléchir à la manière d'attirer l'attention de sa mère. Il a envisagé diverses options.
Il s'est arrêté sur celle-ci parce qu'il pensait qu'elle serait efficace mais réversible. Il n'a sincèrement pas compris à quel point cela allait tout faire exploser. Pourquoi me dis-tu ça? Marcus a croisé mon regard. Parce que tu mérites de savoir que ce n'était pas aléatoire. Que le remords de Kyle est réel, mais que sa planification était méthodique. Et parce que je pense que tu t'es demandé s'il y avait peut-être quelque chose que tu avais fait, une façon d'agir, qui a rendu l'accusation crédible. Il n'y en avait pas. Il t'a choisi parce que l'accusation collerait, pas à cause de quelque chose que tu as réellement fait. C'est Rachel qui t'envoie? Non. Elle ne sait pas que je suis là. Je suis venu parce que tu es mon frère. Et même si je t'ai laissé tomber de manière catastrophique, je me dis que l'information est quelque chose que je peux te donner. La vérité. Aussi brutale soit-elle. J'apprécie. Et c'était surprenant, mais c'était vrai. Est-ce que ça change quelque chose? De savoir que c'était prémédité? Et pour toi? J'y ai réfléchi. Ça rend les choses pires, en fait. Le mensonge impulsif d'un gamin désespéré est une chose. Une diffamation calculée en est une autre. Il savait exactement ce qu'il faisait. Son thérapeute dit qu'il ne saisissait pas pleinement les conséquences à cet âge. Que le cerveau adolescent a du mal avec la pensée à long terme. Son thérapeute est payé pour l'aider, pas pour que je me sente mieux d'être sa victime. Marcus a hoché la tête. Juste. Nous sommes restés silencieux un moment. Est-ce que tu reviendras un jour? A-t-il demandé. À la famille. Non. Même pas un jour? Dans des années? Quand tout ça se sera estompé? Ça ne s'estompera pas pour moi. C'est ça la différence. Vous tous, vous pouvez passer à autre chose. Traitez ça comme un terrible chapitre qui est clos. Moi, je dois vivre avec la connaissance permanente que tous ceux que j'aimais m'ont abandonné instantanément. Ce n'est pas quelque chose que le temps arrange. Nous avons eu tort. Nous savons que nous avons eu tort. Avoir eu tort, ce n'est pas la même chose qu'être désolé. Et être désolé, ce n'est pas la même chose que de mériter le pardon. Vous voulez tous que je revienne pour que la famille se sente à nouveau complète. Pour que vous n'ayez pas à porter la culpabilité de mon absence. Mais ma présence exigerait que je prétende que l'abandon n'a pas compté, que j'agisse comme si on pouvait simplement passer outre. Je ne peux pas faire ça. Alors, on ne te revoit plus jamais? On ne se parle plus? Je n'ai pas dit ça. Je te parle en ce moment. Mais les réunions de famille, les fêtes, le prétexte de la proximité, c'est terminé. Si tu veux une relation avec moi, ce sera à des conditions différentes. Des conditions superficielles. Le genre que tu as avec des connaissances, pas des frères. Il avait l'air peiné. C'est une punition. Non. Une punition, ce serait que j'essaie activement de te faire du mal en retour. Ça, c'est juste de l'autopréservation. Je me protège des gens qui ont prouvé qu'ils me feraient du mal. Nous ne sommes pas des étrangers, Matt. Nous sommes une famille. La famille est censée signifier quelque chose. Elle est censée venir avec la loyauté, la confiance, le bénéfice du doute. Vous m'avez tous montré que ce n'est pas le cas. Alors maintenant, nous sommes juste des gens qui partagent de l'ADN et une histoire. C'est le plus proche que je puisse être. Marcus est parti peu de temps après. Il était venu en espérant quelque chose. Sinon la réconciliation, du moins un adoucissement. Il est parti avec de la clarté à la place. Je n'allais pas plier. Je n'allais pas céder à la pression, à la culpabilité ou au sentimentalisme. J'avais tracé mes lignes. Elles étaient permanentes. 2 ans après l'accusation, j'ai déménagé dans une autre ville. Nouveau travail, nouvel appartement, nouvelle vie. Je ne l'ai dit à personne avant d'être parti. J'ai envoyé un bref email à ma famille. J'ai déménagé pour le travail. Je n'ai pas encore de nouveau numéro. Je vous contacterai quand je serai installé. Je n'ai pas contacté. J'ai laissé des mois passer en silence. Ils ont essayé de me retrouver via les réseaux sociaux, mon ancien cabinet, des connaissances communes. J'avais couvert mes traces, disparu aussi complètement qu'on peut le faire à l'ère numérique.
Le docteur Stevens et moi avons eu une dernière séance avant mon départ. Vous fuyez, a-t-elle observé. Je recommence à zéro. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Vous coupez les ponts, éliminez les connexions, essayez de laisser le passé derrière vous. Le passé m'a détruit. Pourquoi voudrais-je l'emporter avec moi? Elle a réfléchi à cela. Parce que vous ne pouvez pas fuir ce qui s'est passé. Vous pouvez changer de ville, changer de nom, changer tout ce qui est extérieur. Mais la trahison, la douleur, la colère, ça voyage avec vous. Alors, quelle est votre suggestion? Retourner en arrière, pardonner à tout le monde, prétendre que tout va bien? Ma suggestion est de reconnaître que la guérison ne nécessite pas la proximité des personnes qui vous ont blessé. Vous pouvez traiter cela, y travailler, et maintenir tout de même la distance. Mais fuir suggère que vous essayez d'échapper à quelque chose qui est en vous, pas à l'extérieur. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que j'ai besoin d'essayer. Elle a souri tristement. Alors j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. La nouvelle ville était plus grande, plus anonyme. Je pouvais disparaître dans la foule, construire une vie qui n'avait rien à voir avec la famille, l'histoire ou les accusations. J'étais juste un autre professionnel à la fin de la trentaine, recommençant après un divorce. Banal, invisible. Je sortais occasionnellement, rien de sérieux. Je me suis fait des connaissances au travail, à la salle de sport, via des groupes de loisirs. J'ai gardé tout en surface. Quand les gens me demandaient pour ma famille, je disais que nous n'étions pas proches. Quand ils me posaient des questions sur mon passé, je donnais des réponses vagues qui décourageaient les questions de suivi. C'était solitaire, mais c'était sûr. 3 ans après l'accusation, j'ai reçu une lettre transférée de mon ancienne adresse. Rachel avait retrouvé mon suivi de courrier. L'enveloppe était épaisse, plusieurs pages. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Presque. Mais la curiosité l'a encore emporté. À l'intérieur se trouvait une lettre de Kyle, 17 ans maintenant, presque un adulte. Son écriture était soignée, délibérée. Cher oncle Matt, commençait-elle. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je sais que tu as tout à fait le droit de me détester pour toujours. Mais mon thérapeute dit que je dois essayer une dernière fois d'expliquer. Pas pour que tu me pardonnes, mais pour te donner toute la vérité, parce que tu la méritais il y a 3 ans et je ne te l'ai pas donnée. Il a continué sur des pages. Il a détaillé son état d'esprit à 15 ans. Son désespoir pour l'attention de sa mère, son ressentiment envers Craig. Il a décrit le moment où il a décidé de porter l'accusation, le raisonnement derrière le choix de ma personne, la façon dont le mensonge avait fait boule de neige au-delà de son contrôle. Je pensais que je pourrais faire marche arrière après quelques jours, écrivait-il. Je pensais que je dirais que j'avais surréagi, que j'avais mal compris. Mais maman était si solidaire, si complètement de mon côté, que je n'ai pas réussi à trouver comment lui dire que j'avais menti. Chaque jour qui passait rendait la chose plus difficile. Chaque séance de thérapie où je maintenais l'histoire la rendait plus réelle. J'ai presque commencé à y croire moi-même. Il a décrit la culpabilité, les cauchemars, la façon dont le mensonge l'avait rongé jusqu'à ce qu'il craque. Il a expliqué qu'il était maintenant en thérapie intensive, travaillant sur les raisons pour lesquelles il avait été capable d'une telle destruction, prenant ses responsabilités, essayant de devenir quelqu'un de meilleur. Je sais que des excuses ne réparent rien, poursuivait la lettre. Je sais que je ne peux pas te rendre ce que je t'ai pris. Mais j'ai besoin que tu saches que je vois ce que j'ai fait. Je comprends l'ampleur de la chose, et je passe le reste de ma vie à essayer d'être digne d'un pardon que je ne recevrai probablement jamais. Pas de toi. Peut-être même pas de moi-même. La lettre se terminait par « Tu n'as pas à répondre. Tu ne me dois rien. Mais je voulais que tu saches que je me souviens de toi tel que tu étais. Drôle, gentil, toujours prêt à aider. Je me souviens de l'oncle qui m'a appris à changer un pneu, qui m'a aidé avec mes devoirs de maths, qui venait à mes matchs de foot. Cette personne ne méritait pas ce que je lui ai fait. Je suis désolée de ne pas avoir pu le voir à 15 ans. Je le vois maintenant. J'ai lu la lettre 3 fois. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une reconnaissance lointaine de sa croissance.
Kyle devenait conscient de lui-même, prenait ses responsabilités, faisait le travail. Tant mieux pour lui. Ça ne changeait rien pour moi. Je n'ai pas répondu. J'ai classé la lettre dans un tiroir avec d'autres documents de cette période. Des preuves du passé, mais pas une partie de mon présent. 5 ans après l'accusation, j'ai rencontré quelqu'un. Anna était enseignante, divorcée, prudente en matière de relations. Nous nous sommes bien entendus, de la manière prudente des gens qui ont été échaudés. Nous avons pris les choses lentement, testé la confiance par petites touches, construit quelque chose de graduel et de solide. Quand je lui ai parlé de Kyle et de l'accusation, elle a écouté sans jugement. « Es-tu toujours en colère ?» a-t-elle demandé après que j'ai fini. Non. La colère demande de l'énergie. Je suis juste distant. C'est arrivé à une version de moi qui n'existe plus. Est-ce que ta famille te manque? Parfois, l'idée de me manque. La famille que je pensais avoir. Mais les personnes qu'ils se sont avérées être en réalité. Non, ils ne me manquent pas, c'est triste. C'est réaliste. Les gens te montrent qui ils sont. Je les crois maintenant. Elle a accepté cela de moi comme elle acceptait mes autres bizarreries et blessures. Nous avons construit une relation basée sur l'honnêteté de nos limites. Aucun de nous n'a promis l'éternité. Aucun de nous n'a exigé une vulnérabilité complète. Nous donnions ce que nous pouvions et respections ce que nous ne pouvions pas. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et après tout, le réel comptait plus que l'idéal. 7 ans après l'accusation, mon père est mort. Crise cardiaque, soudaine et finale. Marcus m'a retrouvé via mon employeur, a appelé mon numéro professionnel. Papa est parti, a-t-il dit sans préambule. Les funérailles sont samedi. Maman demande si tu viendras. J'y ai réfléchi. Non. Matt. C'est notre père. Il l'était. Mais c'était aussi l'homme qui m'a fermé la porte au nez et m'a traité de dégoûtant. C'était notre dernière véritable interaction. Je ne viendrai pas pour prétendre que nous nous sommes réconciliés alors que ce n'est pas le cas. Il a regretté la façon dont il t'a traité. Il en a beaucoup parlé ces dernières années. Bien. Il aurait dû le regretter. Mais le regret ne m'oblige pas à me présenter pour que tout le monde se sente mieux à propos de sa mort. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de maman. Elle est dévastée. Te voir l'aiderait. Alors elle aurait dû y penser il y a 7 ans, quand elle a cru le pire de moi immédiatement. Je suis désolée que papa soit parti. Je suis désolée que maman souffre. Mais je ne suis pas responsable de réconforter les gens qui m'ont détruit. Marcus est resté silencieux un long moment. Tu es devenu dur. Je suis devenu honnête. Il y a une différence. Je ne suis pas allée aux funérailles. Je n'ai pas envoyé de fleurs ni de cartes. J'ai laissé mon absence parler d'elle-même. La famille pouvait l'interpréter comme elle le voulait. J'en avais fini de gérer leurs sentiments à propos de mes limites. Anna m'a demandé si je me sentais coupable d'avoir manqué ça. Non. Devrais-je? La plupart des gens le feraient. C'était ton père. Les pères de la plupart des gens ne les renient pas sur la base du mensonge d'un adolescent. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Elle m'a embrassé sur le front. Non, tu ne le es pas, 10 ans après l'accusation, j'ai croisé Rachel dans un aéroport. Nous voyagions tous les deux pour le travail, nous nous sommes retrouvés à la même porte d'embarquement. Elle m'a vu la première, son visage passant par une série rapide d'émotions, surprise, espoir, douleur, résignation. Elle s'est approchée avec précaution. Matt. Salut, Rachel. Nous sommes restés là, maladroitement. Une décennie de silence entre nous. Tu as l'air en forme, a-t-elle osé. Toi aussi. Kyle est à l'université maintenant. Il s'en sort bien. Il étudie la psychologie. Il veut travailler avec des adolescents en difficulté. C'est approprié. Elle a tressailli à mon ton. Il n'est plus la même personne qu'à 15 ans. Moi non plus. Il demande toujours de tes nouvelles. Se demande si tu lui as pardonné. Dis-lui que non. Le feras-tu un jour? J'ai considéré la question honnêtement.
Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour j'atteindrai un point où le pardon semblera possible. Mais ça ne changera rien entre nous. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. Que faudrait-il pour une réconciliation? Rien. Il n'y a rien que quiconque puisse faire ou dire qui reconstruirait ce qui a été brisé. On ne peut pas faire marche arrière. Je ne peux pas désapprendre ce que j'ai appris sur vous tous. Nous avons eu tort. Nous l'avons reconnu. Nous nous sommes excusés. Que pouvons-nous faire de plus? Rien. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Ce n'est pas un problème que vous pouvez résoudre. C'est une conséquence avec laquelle vous devez vivre. L'embarquement de notre vol a commencé. Elle a hésité. Tu me manques. Mon frère me manque. Ton frère est mort quand tu as cru Kyle sans poser de questions. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. C'est cruel. C'est vrai. La personne que j'étais, celle qui faisait confiance à la famille, qui croyait en l'amour inconditionnel, il n'a pas survécu à ce que vous lui avez tous fait. Je suis celui qui est venu après. Et je n'ai plus la capacité d'être ton frère. Je suis monté à bord en premier, la laissant debout à la porte d'embarquement. Je n'ai pas regardé en arrière. Anna m'a posé des questions à ce sujet quand je suis rentré. Je lui ai dit la vérité. Je n'avais rien ressenti. Pas de regret, pas de soulagement, pas de tristesse. Juste la reconnaissance d'une rencontre avec quelqu'un de mon passé. Est-ce que ça t'inquiète? Ai-je demandé. Que je sois si détachée? Non. Tu t'es protégée. C'est logique. Certains diraient que je devrais pardonner. Passer à autre chose. Laisser aller la colère. Es-tu en colère? J'y ai réfléchi. Non, plus maintenant. J'en ai juste fini avec eux tous. Avec tout ce chapitre de ma vie. Alors c'est ta réponse. Tu ne dois le pardon à personne. Tu ne leur dois pas la réconciliation. Tu as survécu à quelque chose qui aurait brisé beaucoup de gens. La façon dont tu as besoin de vivre avec ça est valide. C'est ce que j'aimais chez Anna. Elle n'avait pas besoin que je sois meilleur que je ne l'étais. Elle n'avait pas besoin que je sois plus indulgent, plus ouvert, plus traditionnellement guéri. Elle acceptait que j'avais été changé par la trahison et que ces changements étaient permanents. 12 ans après l'accusation, j'ai 49 ans. Je vis dans une ville où personne ne connaît mon histoire. J'ai un travail dans lequel je suis bon, une partenaire en qui j'ai confiance autant que je suis capable de faire confiance à quiconque, un petit cercle de connaissances qui ne demande pas plus que ce que je peux donner. Je pense à Kyle parfois. Je me demande s'il a jamais vraiment saisi l'ampleur de ce qu'il a fait, ou si c'est juste un concept abstrait, la vie qu'il a détruite. Je me demande s'il est devenu quelqu'un de bien, quelqu'un qui aide plus qu'il ne blesse. Je l'espère. De loin. Pas pour moi. Pour le bien des futures personnes qui pourraient croiser son chemin. Je pense rarement à ma famille. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN, rien de plus. Je ne leur veux aucun mal. Je ne leur souhaite rien. Ils existent dans une autre orbite maintenant, tournant autour d'un soleil dont je ne suis plus un satellite. Parfois, les gens me demandent si je regrette mes choix. Si je regrette de ne pas leur avoir pardonné, de ne pas les avoir laissés revenir. D'avoir essayé de reconstruire ce qui a été perdu. Non. Ce que j'ai perdu ne valait pas la peine d'être gardé une fois que j'ai compris sa vraie nature. Une famille qui pouvait m'abandonner si rapidement, si complètement, sur la base de rien d'autre qu'une accusation. Ce n'était pas une famille qui valait la peine d'être eue. Une femme qui pouvait partir au premier signe de problème. Ce n'était pas un mariage qui valait la peine d'être sauvé. Des amis qui ont disparu plutôt que de se tenir à mes côtés. Ce n'étaient pas des amitiés qui valaient la peine d'être maintenues. La vie que j'ai maintenant est plus petite, plus calme, mais elle est construite sur la vérité. Tous ceux qui en font partie savent exactement qui je suis et ont prouvé qu'ils pouvaient gérer cette connaissance. Personne n'a plus le bénéfice du doute. Personne n'obtient une confiance inconditionnelle. Chacun gagne sa place par la constance et la fiabilité. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue. Pas la vie que je voulais à 37 ans. Mais c'est la vie que j'ai, et j'ai fait la paix avec elle.
Les gens veulent toujours des arcs de rédemption. Veulent des histoires où la partie lésée pardonne. Où les familles se réconcilient. Où l'amour triomphe de tout. Ils veulent que je contacte Kyle, que je lui dise que je comprends. Que je lui donne l'absolution qu'il cherche. Ils veulent que j'appelle ma mère, que j'assiste aux réunions de famille, que je prétende que le passé peut être enterré sous suffisamment d'excuses. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Certaines trahisons sont trop fondamentales. Certains dommages sont permanents. Certains ponts, une fois brûlés, laissent des îles là où il y avait autrefois des connexions. Ça ne me dérange pas d'être une île. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi, mais c'est ce que je suis devenue. Et après 12 ans à vivre avec les conséquences des choix des autres, j'ai appris à vivre avec les miens. La vérité a éclaté. J'ai été réhabilitée. La justice a été rendue, dans sa mesure limitée. Mais la réhabilitation ne guérit pas les blessures. Elle prouve juste que vous aviez raison de les ressentir. J'avais raison sur toute la ligne. Sur la trahison, l'abandon, la nature conditionnelle de l'amour. Avoir raison ne rend pas la solitude plus facile, mais elle la rend honnête. Et une solitude honnête vaut mieux qu'une fausse appartenance. C'est là que j'en suis maintenant. C'est là que je resterai probablement. Pas amère, pas en colère, n'attendant pas de réconciliation. Juste existant dans la vie que j'ai construite sur les ruines de celle que j'ai perdue. C'est suffisant. Ça doit l'être, car il ne reste rien d'autre à atteindre.